Bon, vous n'avez pas de travail, pas de revenus à votre nom, et pourtant vous savez que vous devez divorcer. Peut-être que la situation de votre couple est devenue invivable, peut-être que ça fait des mois que ça vous trotte dans la tête, mais à chaque fois que vous y pensez, c'est la même question qui revient. Comment est-ce que je fais concrètement si j'ai pas un rond? Si c'est ce qui vous bloque aujourd'hui, restez au bout, parce que cette vidéo va vous montrer que le divorce est possible, même quand on est sans emploi. C'est souvent un frein énorme et c'est tout à fait normal d'avoir peur. Quand on n'a pas bossé depuis des années, quand on a mis sa carrière entre parenthèses pour élever les enfants ou pour suivre son conjoint, on se retrouve dans une situation de dépendance financière. Et cette dépendance, elle ne bloque pas seulement le divorce, elle empêche même d'y penser. On se dit qu'on n'aura pas les moyens de payer un avocat, qu'on ne pourra pas se loger, qu'on ne pourra pas nourrir les enfants. Et dans certains cas, le conjoint, il le sait très bien et il s'en sert pour garder le contrôle. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous avez le droit de divorcer, quelle que soit votre situation financière, et la loi a prévu des solutions précisément pour que le manque d'argent ne soit jamais un mur pour vous empêcher de divorcer. Alors, commençons tout de suite par la question qui vient. Comment paye-t-on l'avocat? Parce que pour divorcer, il vous en faut un, obligatoirement, même quand les deux sont d'accord, même si la procédure est amiable. Et la bonne nouvelle, c'est que l'aide juridictionnelle existe pour ça. Si vous n'avez pas de revenus à votre nom, vous remplissez très probablement les conditions pour que l'État prenne en charge la totalité des frais d'avocat. La demande se fait sur Internet ou auprès du tribunal de votre ville et c'est gratuit. Votre avocat peut même vous aider à monter le dossier pour obtenir l'aide pour le payer. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec un avocat et à lui poser la question dès le premier rendez-vous. Et là, il y a un point important que beaucoup de gens ne savent pas. On me demande souvent s'il faut déclarer les revenus du conjoint dans la demande d'aide juridictionnelle, et la réponse est non. Dès lors que vous engagez une procédure de divorce, c'est votre situation personnelle à vous qui compte, et non celle du foyer. Donc même si votre conjoint gagne bien sa vie, vous pouvez avoir le droit à l'aide juridictionnelle à titre personnel. Et ça c'est important et beaucoup de victimes le négligent. Ensuite, parlons de ce qui se passe pendant la procédure. Parce que le divorce, ça se fait pas en claquant des doigts, il faut bien vivre en attendant. Dès le début, votre avocat peut demander au juge de mettre en place ce qu'on appelle les mesures provisoires. En clair, le juge peut obliger votre conjoint à vous verser une somme d'argent chaque mois pour couvrir vos besoins de base pendant toute la durée de la procédure. C'est ce qu'on appelle le devoir de secours, et c'est une obligation légale tant que le divorce n'est pas prononcé. Cette somme est calculée en fonction de ce que gagne votre conjoint et de votre situation, et elle peut être mise en place assez vite. Le juge peut aussi décider que c'est vous qui restez dans le logement familial avec les enfants pendant la procédure. Ça vous évite de vous retrouver à la rue du jour au lendemain pendant que tout se met en place. Et en même temps, pensez à aller voir la CAF le plus rapidement possible parce que si vous n'avez pas de revenus, il y a des aides qui s'offrent à vous. Il y a d'abord le RSA qui vous garantit un revenu minimum. Il y a l'allocation de soutien familial si vous avez des enfants à charge. Et il y a aussi les aides au logement si vous devez trouver un nouveau toit. Toutes ces aides sont cumulables et ça peut représenter un vrai filet de sécurité le temps que votre situation se stabilise. Et surtout, n'attendez pas que le divorce soit prononcé pour faire ces démarches. Vous pouvez vous y mettre dès que la séparation est effective. Donc, dès maintenant, vous pouvez commencer à faire ces démarches-là. Ne serait-ce que vous informer, ce sera déjà un bon départ. Ensuite, il faut parler de ce qui se passe au moment du divorce lui-même. Parce qu'il y a des choses importantes à comprendre. Le fait de ne pas avoir travaillé pendant le mariage, loin d'être un handicap, c'est en réalité un argument que le juge prend très au sérieux en votre faveur. Si vous vous êtes arrêté de travailler pour vous occuper du foyer et des enfants, vous avez permis à votre conjoint de se consacrer à sa carrière tranquillement. Et en France, le droit reconnaît cette contribution à 100%. C'est pour ça qu'il existe la prestation compensatoire. En gros, c'est une somme que votre ex doit vous verser pour équilibrer les choses après le divorce. Le juge regarde la durée du mariage, votre âge, votre santé, vos diplômes, le temps que vous avez passé à vous occuper des enfants et votre situation actuelle. Et si l'écart de niveau de vie entre vous et votre conjoint est important, la somme le sera tout autant. Et c'est pas l'aumône, c'est un droit. Vous avez contribué à la richesse du ménage, autrement que par un salaire, et la loi le reconnaît. Ensuite, il y a aussi la question du partage des biens. Et là, beaucoup de femmes ne réalisent pas ce à quoi elles ont droit. Si vous êtes marié sous le régime de la communauté, ce qui est le cas par défaut en France, quand on n'a pas signé de contrat de mariage, tout ce qui a été acheté ou mis de côté pendant le mariage se partage par moitié. L'épargne, la maison, les comptes en banque, tout ça vous revient pour moitié, même si c'est votre conjoint qui a ramené l'argent. C'est le principe de base de la communauté. Et après le divorce,
Il va falloir penser à remonter la pente. Je sais que quand on est en plein dedans, l'après, ça semble assez loin, mais c'est important d'y penser le plus tôt possible. France Travail, l'ancien Pôle emploi, peut vous accompagner dans un retour à l'activité, même après une longue coupure. Il existe des formations financées pour remettre vos compétences à jour ou pour vous reconvertir. Et il y a même les missions locales ou des associations d'insertion qui proposent des accompagnements personnalisés gratuits. Et si votre ex-conjoint doit verser une pension alimentaire pour les enfants, n'oubliez pas que la CAF peut mettre en place l'intermédiation financière pour que vous n'ayez pas à lui courir après et à lui réclamer de l'argent. C'est la CAF qui s'occupe de tout, et ensuite c'est la CAF qui s'occupera de récupérer l'argent près de lui. Je veux aussi vous dire un mot sur quelque chose que je vois très souvent. Beaucoup de femmes sans emploi culpabilisent au moment du divorce. Elles ont le sentiment de ne rien apporter, de partir les mains vides, de dépendre du bon vouloir de leur ex. Et ce sentiment, il est humainement compréhensible, mais juridiquement, il est faux. Vous avez des droits solides, construits par des années de vie commune et de contribution au foyer. Il ne faut laisser personne vous faire croire le contraire, et surtout pas votre ex. Pour résumer, pas de travail ne veut pas dire pas de divorce. L'aide juridictionnelle finance votre avocat, les mesures provisoires vous protègent pendant la procédure, et la prestation compensatoire rééquilibre la situation après. Les aides sociales vous soutiendront aussi à chaque étape. Donc les solutions existent, il faut juste savoir qu'elles sont là. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour qu'elle puisse atteindre d'autres femmes qui sont dans la même galère. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.